Et là, sans trop tarder, on va voir l'avis du néonatologue. Donc, c'est professeur Hamami qui va nous parler des urgences, du nouveau-né aux urgences. Qu'en est-il? Donc, professeur Hamami, qui est chef de service de réanimation néonatale au CHU Hassan II de Fès. Donc, à vous la parole. Alors, salam alaikum wa rahmatullah. C'est un plaisir pour moi donc, de participer dans cette discussion sur les urgences pédiatriques et de finir donc, finalement cette discussion par la place du nouveau-né aux urgences. Et on a choisi spécialement donc, le titre « Et qu'en est-il pour le nouveau-né aux urgences ?» Alors, les questions à quoi on peut penser. Est-ce que les nouveau-nés, à quel taux les nouveau-nés fréquentent les services des urgences? Est-ce que les nouveau-nés fréquentent les services des urgences plus que les autres tranches d'âge? Et deuxièmement, donc, quel que soit ce taux de fréquentation, est-ce que les urgences sont l'endroit idéal pour l'accueil des nouveau-nés? Alors, donc, effectivement, il y a une fréquentation de plus en plus croissante des nouveau-nés au service des urgences. C'est une constatation qui est à l'échelle mondiale. Donc, il y a un flux de plus en plus croissant donc, des nouveau-nés au service des urgences. Ça peut aller jusqu'à 2 à 8% du total des consultations pédiatriques, alors que les nouveau-nés représentent moins de 0,5% de la population pédiatrique. Alors, donc, maintenant, est-ce que les urgences sont l'endroit idéal pour l'accueil des nouveau-nés? Donc, d'une manière qui est claire, on va être tous unanimes, donc non, parce qu'il y a un risque infectieux qui est important, donc notamment en période d'épidémie. Deuxièmement, donc, il y a un risque d'infection nosocomiale ou bien d'infection associée aux soins, surtout pour des nouveau-nés qui vont être manipulés, peut-être aspirés, prélevés. Et aussi, s'il y a une fréquentation qui est anormalement élevée, donc on risque de diluer les vraies urgences néonatales dans le flot de consultation et de passer à côté donc, des vraies urgences. Alors, et aussi, d'autre part, donc, des parents de nouveau-nés désemparés aux urgences, donc c'est un climat qui est de loin d'être optimal pour la sérénité attendue pour une prise en charge qui est optimale. Donc, si on ne veut pas accepter l'échec que représente le recours d'un nouveau-né dans un service d'urgence, il faut réinventer donc d'autres solutions, il faut réinventer l'évidence. Donc, et notamment, il faut revoir le programme de suivi des nouveau-nés avant et après la sortie de la maternité. Et aussi, il faut revoir, donc, pour proposer des solutions, on doit savoir quels sont les motifs de recours de nouveau-nés aux urgences, quels sont les facteurs de risque de cette fréquentation anormalement élevée des nouveau-nés au service des urgences. Alors, d'après plusieurs études, c'est 43 à 60% des consultations des nouveau-nés aux urgences, c'est des consultations qui sont dites non urgentes. Alors, donc avant de continuer, on va voir ensemble un petit travail qu'on a fait au service. Donc, on a essayé de revoir ce qu'on voit comme consultation. Entre parenthèses, on est donc particulièrement dans notre service, tous les nouveau-nés sont vus directement au service de néonatologie ou de réanimation néonatale. Ils ne passent pas par le service des urgences pédiatriques. Donc, que ce soit les heures ouvrables ou bien les heures donc, de garde, au moins le taux d'attente il est réduit. Donc, aussi le contact il va être réduit avec les autres populations pédiatriques. Mais donc c'est une charge de travail qui est énorme au service. Alors, on a revu le registre d'une manière rétrospective. Donc, sur un intervalle de 3 mois, c'est 1620 consultations. Alors, 60% de consultations, c'était des consultations programmées. Qu'est-ce que ça veut dire des consultations programmées? C'est les nouveau-nés après leur sortie du service et c'est toutes les naissances à la maternité parce qu'on a un taux fort de sortie précoce. C'est toutes les voies basses, presque, il sort dans les 24 heures. Donc, on est obligé, alors qu'on est au CHU, c'est une population donc, de femmes ou bien de nouveau-nés à gros risque. Donc, finalement, on les revoit systématiquement au service, donc 24 heures à 48 heures après leur sortie. Alors, c'est 60% des consultations programmées, 40% c'était des consultations non programmées. Alors, pour les consultations non programmées, 65% c'était des consultations directes. Donc, soit c'est des naissances du service ou bien des autres maternités. Ils viennent directement au service pour consultation pour un problème X. Et 35%, c'était des références. Alors, pour les motifs de consultation,
Donc, les motifs de consultation étaient largement dominés par l'ictère. Les problèmes respiratoires, depuis l'obstruction nasale jusqu'au tous les problèmes ou bien les difficultés respiratoires, quelle que soit la localisation, diminution des prises alimentaires, mauvaise prise pondérale, vomissements, distension abdominale, les pleurs, problèmes de température, les convulsions, hypoglycémie. Alors, 7% ont été hospitalisés, donc cette consultation était suivie d'une hospitalisation dans 7% des situations. Alors, ce qui est aussi alarmant ou donc qui est anormalement important, c'est le taux d'examen complémentaire qu'on demande. Donc, je ne vais pas dire qu'ils sont tous judicieux, mais c'est toujours le nouveau-né, c'est très difficile d'évaluer à un point quelqu'un qui, surtout lorsqu'il s'agit d'un médecin qui est jeune, donc un taux d'examen complémentaire qui est important. Alors, ce qui se passe, on va voir ce qui se passe dans la littérature, toujours comme motif de recours des nouveau-nés aux urgences. Alors, l'ictère comme principal symptôme. Alors, voilà, ici, c'est des nouveau-nés qu'on a conclu que c'est des nouveau-nés qui sont normaux et des problèmes alimentaires. Alors, là aussi, c'est une étude turque. Donc, on a comme motif de consultation, c'est l'ictère essentiellement. Alors, pour le diagnostic, 69%, c'est des nouveau-nés qui sont normaux, suivis des coliques et de l'hyperbilirubinémie ou bien l'ictère. Alors, arrivons aux facteurs de risque, donc d'analyser et de voir quels sont les facteurs de risque d'une telle fréquentation anormale des nouveau-nés au service des urgences. Et on va voir quelle est la part de la sortie précoce de la maternité. Vous savez tous qu'il y a une tendance actuelle ces dernières décennies. Donc le séjour des mères en postpartum, il est réduit pour plusieurs considérations. Donc du coup, les nouveau-nés, très tôt dans leur vie, dès les premiers jours, des fois dès les premiers jours, les premières heures, ils vont se retrouver dans la communauté pédiatrique et pour des motifs de consultation qui étaient banals, qui peuvent être gérés dans les maternités, dans les services de suite de couches, vont être des motifs de consultation au service des urgences, surtout si ces sorties précoces ne sont pas très bien accompagnées en matière de programme d'accompagnement, de sensibilisation des mères, que ce soit avant ou après la sortie de la maternité. Alors, donc, on définit une sortie précoce de la maternité d'après la Haute Autorité de Santé française 2014, toute sortie avant 3 jours de vie pour les naissances par voie basse et toute sortie avant 4 jours si l'accouchement s'est passé par césarienne. Alors, quelles sont les populations déjà des nouveau-nés qui peuvent être candidats à une sortie précoce? C'est les nouveau-nés qui sont à bas risque, c'est les nouveau-nés à terme, et encore plus, on va partir vers 38 semaines d'aménorrhée qui sont singletants, qui sont eutrophiques, l'ABGAR il est correct, l'examen clinique normal le jour de la sortie, une alimentation qui est déjà très bien établie, le nouveau-né il est mis au sein, au moins on assiste à 2 alimentations, le transit il est établi, absence d'ictère, absence d'appartenance à un groupe à haut risque d'ictère, absence d'éléments cliniques ou paracliniques en faveur de l'infection. Sinon, c'est des nouveau-nés qui doivent rester en surveillance au moins 48 heures en maternité. Le dépistage néonatal, il est prévu. Et le suivi postpartum après la sortie, il est très bien organisé. Donc, la première visite, si on accepte une sortie précoce, une première visite, 24 heures à 48 heures après la sortie de la maternité. Et on doit faire tous les outils nécessaires pour que la maman ou bien les parents, donc le message a bien passé et on doit s'assurer. Donc il faut faire des recommandations, mais surtout il faut aussi les accompagner par les outils nécessaires pour qu'on s'assure que réellement les parents ont bien compris et qu'ils reviennent pour une consultation après 24 heures à 48 heures de leur sortie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, ils ont essayé d'évaluer dans un grand service d'urgence, donc à Nice, c'est une étude qui est toute récente, ils ont essayé de voir les nouveau-nés qui consultent au service des urgences et leur compliance à ces recommandations françaises. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
que 77,5% des nouveau-nés ou bien de couples ou bien de parents qui viennent aux consultations au service des urgences, c'était des non-compliances aux recommandations. Donc il faut effectivement donc les recommandations ont leur place, mais on doit les suivre et veiller à ce qu'elles soient respectées et que les parents ont très bien compris. Et 43% des visites étaient des visites ou bien des consultations qui sont inutiles. Alors, comme conclusion, le respect du programme de suivi après la sortie de la maternité peut entraîner une diminution des visites inutiles aux urgences. Alors, et comme facteur de risque qui était trouvé statistiquement associé à cette non-compliance des parents aux recommandations, donc ils ont trouver la naissance dans une maternité publique, la précarité, les parents qui disent qu'ils ne sont pas informés. Donc, ça a été bien sûr associé à des visites qui sont inutiles. Et ce qui était aussi particulier, c'est qu'ils ont trouvé comme facteur cette fois-ci associé à une bonne compliance aux recommandations, c'est le fait que le nouveau-né soit branché avec un pédiatre privé, une consultation, ou bien qu'elle soit vue et branchée avec un pédiatre privé. Donc aussi, toujours dans les facteurs de risque, pourquoi? Parce qu'il faut faire très attention, donc c'est des populations soit de nouveau-nés ou bien de mères qui sont à haut risque. C'est l'âge maternel, d'après cette étude, donc l'âge maternel jeune, la primiparité, et aussi donc pour ce qui est donc consultation réellement urgente ou non urgente. Donc, le fait que ça soit une autoréférence, c'est plus associé à une consultation qui est non urgente comparativement aux nouveau-nés qui sont envoyés par un médecin. Donc, finalement, un meilleur accompagnement parental. Donc, il faut choisir quels sont les nouveau-nés qui peuvent sortir ou bien la population de nouveau-nés qu'on peut accepter, qu'on peut les faire sortir précocement. Mais dans toutes les situations, il faut accompagner les parents avant et après la sortie. Et donc, c'est des nouveau-nés qui doivent être revus d'une manière systématique par la suite si on veut éviter qu'ils consultent au service des urgences. Alors, maintenant, on va voir ensemble quelques situations cliniques et on va essayer d'analyser et donc, de trouver l'anomalie, si on veut dire. Donc, on va voir où est le problème. C'est des cas qui sont réels. Donc ici, c'est un nouveau-né qu'on vient de le faire sortir. C'était une grossesse gémellaire. C'est des prématurés de 35 semaines d'aménorrhée. L'accouchement s'est fait par voie basse, sans aucun souci. Le poids de naissance était 2,2 kg pour l'un et 1900 g pour le deuxième. L'abgar, il était correct. Alors exactement, le nouveau-né a été examiné, il est bien, l'examen clinique tout à fait normal, ils étaient confiés à leur maman. La sortie s'est faite exactement à H20, donc par souci de place. On lui a donné un rendez-vous de consultation 24 heures à 48 heures par la suite. C'est une maman qui est jeune, donc avec une grossesse gémellaire, elle est partie chez elle, elle n'est pas revenue. Il va consulter à J11 de vie. Initialement, il a ramené celui qui est né avec un poids de 1900 g. Il l'a ramené dans un état d'hypothermie sévère avec un syndrome hémorragique. Donc, on a fait la réanimation sur place, il est décédé. Et c'est après le décès du premier qu'il est parti chercher le deuxième, comme quoi il est aussi symptomatique, il présente les mêmes symptômes que son frère aussi les avait. Donc, en l'examinant, c'est une perte pondérale qui est importante au-delà de 15%. Il est hypotherme, hypotonique. Voilà, on l'a hospitalisé. Il est resté hospitalisé plus de 2 semaines. Et heureusement, on l'a fait. On a pu le sauver. Donc, à votre avis, quel est le problème? Ou bien, où est le problème? Où est l'anomalie? Donc, on est tous unanimes. C'était des bébés qui ne nécessitaient pas la réanimation. Ils nécessitaient juste le fait qu'ils soient hospitalisés à côté de sa maman, le temps qu'on s'assure qu'elle s'est bien adaptée, elle, qu'elle a bien compris que l'adaptation s'est bien faite, la température,
les prises alimentaires et aussi la perte pondérale avant de le faire. L'ictère aussi, c'est des facteurs de risque d'ictère néonatal qui va être anormalement sévère. Donc finalement, on peut dire que c'est un décès qui est gratuit. Donc c'est des bébés qui ne nécessitaient pas un grand effort, mais c'est des choses qui sont hyper importantes pour cette population qui est fragile. Alors, un deuxième cas clinique. Ici, on a un nouveau-né à terme. C'est un accouchement par voie basse. L'abgar, il était correct. Ici, c'est une naissance dans une maternité. Donc, à J5 de vie, il a consulté pour difficultés de tétée et gêne respiratoire. Donc, il a été adressé. L'examen clinique trouve des marbrures, temps de recoloration allongée, tachycardie à 200, saturation à 35, trouble de conscience. Quel est votre diagnostic? Donc, il est en état de choc. C'est possible que ça soit infectieux, mais il y a cette désaturation profonde. Alors, c'était une transposition des gros vaisseaux. Alors, la transposition des gros vaisseaux, ou bien toutes les cardiopathies qui sont dites ductodépendantes, c'est des états de choc brutaux à la fermeture du canal artériel avec acidose, avec insuffisance circulatoire. Ça peut mimer l'état de choc septique. Alors, est-ce qu'on pouvait sauver ce nouveau-né? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Premièrement, donc c'est le diagnostic effectivement anténatal. Maintenant, à la naissance, qu'est-ce qu'on pouvait faire? La prise de saturation systématique. Parce qu'on ne veut pas entendre la cyanose ou bien le dépistage clinique de la cyanose parce que ça fait effectivement ne pas être évident et ça peut... beaucoup de praticiens ne font pas attention, surtout lorsque le nouveau-né n'a pas de détresse respiratoire, il est bien, un bon poids, pas de signe de lutte. Donc c'est la prise systématique de la saturation. Donc que ce soit pour la transposition des gros vaisseaux, donc c'est la saturation, sinon pour, par exemple, donc sur cette photo-là, c'est une coactation de l'aorte, donc c'est la palpation des peaux fémoraux, donc à l'examen clinique. Et surtout, c'est plusieurs examens qui doivent être faits. C'est des nouveau-nés qui doivent être suivis. Le diagnostic anténatal, le dépistage à la salle de naissance, et puis par la suite, c'est des consultations qui doivent être obligatoirement programmées. La cyanose, c'est par expérience. Toujours, c'est pas évident juste à l'examen clinique parce que pour une transposition des gros vaisseaux, c'est des nouveau-nés qui seront asymptomatiques eupnéiques. Alors, lorsqu'il s'agit pas d'une détresse respiratoire, une fréquence respiratoire qui est normale et pas de signe de lutte, on les prend pour un timbre. Donc, il faut prendre d'une manière systématique la saturation artérielle en oxygène si on veut réellement recruter ces nouveau-nés et les gérer à temps. Alors ici, c'est un autre nouveau-né, maintenant, à J21 de vie, qui consulte à 4 heures du matin pour des pleurs incessants. Qu'est-ce qu'on va faire? On examine. À 4 heures du matin, on doit tout faire. Alors, il y a les coliques du nourrisson, mais il y a toujours donc des étiologies derrière. Donc, c'est un diagnostic qui doit rester d'élimination, bien que les causes organiques ne représentent que moins de 5% des étiologies. Donc, des pleurs incessants veut un interrogatoire parental qui est complet, le type d'alimentation, les caractéristiques de ces douleurs, l'examen clinique complet. Donc, les étiologies infectieuses, l'examen neurologique, la fontanelle antérieure, les tampons. Alors, maintenant, ça peut être aussi un syndrome de bébé secoué, l'examen neurologique, la fontanelle, la pâleur, quoi d'autre? Donc, ça peut être aussi cardiaque, donc la tachycardie, surtout les troubles de rythme, le reflux, donc aussi ça fait mal, l'œsophagite, l'intolérance aux protéines de lait de vache, donc les urgences. Donc, donc vous imaginez à 4 heures du matin le temps qu'on doit consacrer à une telle consultation pour est-ce qu'on aura par la suite, donc est-ce qu'on pourra convaincre les parents que leur bébé n'a rien et que c'est des simples coliques. Donc, on ne va pas être... Il y a des choses qu'on va éliminer par un interrogatoire, des choses qu'on va éliminer par un...
Bien sûr, c'est l'examen et c'est l'interrogatoire pour conclure par la suite. Donc, c'est un diagnostic qui doit rester d'élimination et on ne va pas être surpris si le nouveau-né cherche une autre consultation le lendemain. Alors, voilà. Un autre cas clinique, ici, c'est H36 de vie que la grand-mère le ramène pour anurie. Donc, c'est elle qui s'en occupe. Il ne trouve rien sur les couches. Il est sous allaitement maternel exclusif. L'examen clinique, il était strictement normal. Donc, le médecin de garde a demandé une échographie qu'il a trouvée normale, urécréate normale. Il l'a sondé, il l'a perfusé. Il a réussi à avoir quelques gouttes d'urine. Il a fait le CBU. Le CBU est stérile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? H36, il est encore dans les... Il n'est pas anuré. Voilà. Et surtout à 36 heures. Bah, alors, la diurèse des 3 premiers jours, elle est très réduite. Voilà. Donc, il peut émettre les urines une seule fois par jour. C'est des petites gouttes. Donc, surtout s'il est sous allaitement maternel exclusif, c'est des petites quantités. Alors, si on examine le nouveau-né, l'examen il est normal, les organes génitaux externes sont normaux, il n'est pas déshydraté. C'est juste, on va conseiller d'augmenter la ration alimentaire et de revoir le nouveau-né le lendemain pour qu'on s'assure que... Oui, 36 heures, là, c'est vrai. C'est vrai, c'est tôt. Et ici, donc J3 de vie, il consulte pour hématurie. Qu'est-ce que vous en pensez? La crise génitale. Très bien. C'est des cristaux d'urate, ce n'est pas une hématurie. Alors, la première semaine de vie, les nouveau-nés, il y a un passage de l'acide urique à travers le placenta, il va l'épurer la première semaine de vie. Donc, on ne fait rien. Donc, mais si les choses persistent au-delà de la première semaine de vie, effectivement, il faut douter sur un état de déshydratation et augmenter l'apport hydrique de ces nouveau-nés. Voilà. Alors, le recours des nouveau-nés aux urgences doit devenir une exception. La surveillance en maternité de groupe à risque, il faut toujours accompagner les mamans, les nouveau-nés d'un programme de suivi après la sortie de la maternité. Si la sortie est standard, consultation systématique à J10 de vie. C'est la sortie précoce, consultation 24 heures à 48 heures après la sortie. Donc, toujours faire attention aux groupes à risque, les mamans à risque, les primipares, les mamans jeunes, précarité, les mères malades, les nouveau-nés à risque, surtout les grossesses multiples, nouveau-nés de mères diabétiques, les hypotrophies, la prématurité tardive. Donc, pour éviter finalement que le nouveau-né, donc, pour des problèmes qui sont banaux et qui peuvent être gérés d'une manière simple, donc au service dans des services qui sont très bien dédiés et pas aux urgences pédiatriques, vu le risque qui est associé. Je vous remercie. Merci, professeur Hamami, pour votre présentation. Vous avez parlé de l'endroit idéal, justement, d'examiner les nouveau-nés. Je pense qu'au niveau de tous les CHU et les hôpitaux, normalement, on prend des nouveau-nés directement dans les unités de néonates. Donc, ce n'est pas la peine de leur faire perdre du temps au niveau des urgences. Il y a cette inquiétude déjà ressentie par les parents, mais des fois, il y a une inquiétude où il y a derrière vraiment des urgences qu'il faudrait étiqueter. On sent qu'il y a le réflexe aussi du néonatologue et des médecins au niveau des urgences. Et je pense que maintenant, il y a nécessité d'avoir quand même des unités kangourous, parce que vous avez parlé de problèmes de place. Oui, effectivement, tout le monde souffre de problèmes de place au niveau des services. Et je pense qu'il est temps de penser à des unités kangourous où on pourrait prendre des bébés à temps et les prendre correctement, peut-être les surveiller, étiqueter les signes et les symptômes à temps. Donc là, je donne la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, Madame Soda. Moi, je voudrais juste rebondir concernant la place du nouveau-né aux urgences. On ne peut qu'être d'accord avec vous pour dire qu'ils n'ont pas de place aux urgences. Mais le fait est qu'on voit les nouveau-nés aux urgences. Nous, on en voit beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on voit les nouveau-nés aux urgences. Ils arrivent à continuer à venir aux urgences. Parce que certes, il faut agir en amont. Tout ce que vous dites, les unités kangourous, ben, ils n'existent pas. Il ne faut pas se voiler la face. On n'en a pas partout. Il y a des projets pour les avoir. Ben, il y a des projets. Donc, mais en attendant les projets, on ne peut pas dire que... Donc, ils sont là. Il faut plutôt, en attendant que ces projets
voilà, ils vont voir la lumière et on l'espère de tout cœur. Il faut activer. s'adapter à cette réalité. Parce que le problème, c'est ces sorties précoces. Le problème, c'est que chez nous, les nouveau-nés, ils ne trouvent pas où aller. Ils ne vont pas consulter au centre de santé. Donc, ils ne vont pas sortir. Et le seul recours, c'est les urgences. Ils arrivent aux urgences. Et donc, ce qu'il faut faire, nous, ce qu'on fait, par exemple, à notre niveau au CHU de l'hôpital d'enfants de Rabat, eh bien, dans la classification qu'a présentée mon ami Wided, le niveau 1, 2, 3, 4, nous, on a fait notre propre classification. C'est le Manchester, on va dire, adapté. Et pour nous, le nouveau-né, on le classe niveau 3, même s'il est normal. Donc, s'il est en détresse, et on peut faire le TEP, le Quick Look, on peut le faire chez le nouveau-né adapté, et il marche très bien. Et donc, même s'il est normal, le nouveau-né, on le classe niveau 3. Ça veut dire qu'il va attendre moins de 30 minutes. Et on a un circuit dédié. Dès qu'on a un nouveau-né qui arrive, il va aller dans une salle dédiée. On a une table chauffante et il va être examiné en priorité. C'est juste l'ombilic qui inquiète la mère parce qu'il n'est pas tombé à J5. Mais en attendant, il faut faire des choses. Parce que moi, quand je vois dire non, ils doivent aller directement, ben, ils ne peuvent pas y aller directement. Ben, nous, on les prend directement, justement. Les nouveau-nés, c'est interdit de les garder au niveau des urgences. Bah, justement, la consigne qui est passée, c'est que justement, le nouveau-né arrive au niveau des urgences, il arrive directement dans le service. Depuis qu'on a commencé, et ça marche très très bien. Donc on ne passe pas à côté des cas comme ça. Et il y a des gens là dans la salle qui travaillent avec nous, ils savent que ça marche. Donc on les prend directement. Un nouveau-né ne doit pas rester au niveau des urgences. Si vous voulez, je voulais rebondir sur cette discussion parce que ça diffère. L'organisation des urgences n'est pas la même dans tous les CHU. Donc il y a des particularités. Donc nous, au départ, on avait séparé les choses, d'ailleurs avec le professeur Bouharou. Donc les urgences néonatales, c'était directement vers le service de néonatologie avec une unité d'accueil réservée pour ça. Donc, et d'ailleurs, les agents de sécurité, l'organisation, elle est faite de telle sorte. Et les urgences pédiatriques, je crois que ça n'a rien à voir avec, par exemple, à Rabat, on a une unité d'accueil, une unité de diagnostic rapide, une unité d'observation et une unité d'hospitalisation, une unité de soins intensifs et les urgences chirurgicales. Donc ça diffère d'une structure à une autre. Donc on ne peut pas... Voilà, donc le nouveau-né, c'est particulier. Non, juste pour dire que l'organisation, elle est claire. Non. Le nouveau-né, c'est le troisième étage. Donc c'est... Finalement, c'est une mentalité qui s'établit parce qu'après, même les médecins privés savent très bien que ce n'est pas un bébé qui doit séjourner. Et donc, ils l'envoient directement. Il y a Mme Bissouda qui a demandé la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hamami, pour ces cas cliniques qui reflètent très bien la réalité. Alors, ma question, c'est est-ce que ces nouveau-nés ont été vus par un pédiatre avant leur sortie? Et parce que c'est un problème qui dure depuis plus de 30 ans. Tous les nouveau-nés doivent être vus par un pédiatre. Il y a assez de pédiatres pour que ces nouveau-nés soient vus par un pédiatre. Moi, je ne comprends pas que ces mamans viennent... Ça fait des milliers d'années que les mamans accouchent. Si elles accouchent dans une structure spécialisée, c'est pour éviter les complications. Et donc, le nouveau-né doit être vu par un médecin spécialiste avant de sortir, et c'est ce médecin spécialiste qui doit prendre contact avec les parents en cas de problème. Moi, je suis catastrophée de voir un nouveau-né sortir à Fès quand il fait 0 degré le matin, bon, il est peut-être bien emmitouflé, ou bien quand il est trop emmitouflé et qu'il fait 40 degrés à l'ombre en plein mois d'août. Ce n'est pas au nouveau-né de sortir, c'est au pédiatre d'aller voir ce nouveau-né dans la salle d'accouchement, et je suis très étonnée par ces mamans qui sortent à H20, parce qu'en fait, quand une maman accouche, le problème, c'est le risque d'hémorragie. Et on voit encore des mamans mourir d'hémorragie, ce qui est une catastrophe. Et le risque d'hémorragie, c'est 48 heures. Donc les mamans qui sortent à H20, déjà, c'est quelque chose de pas normal. Les mamans qui sortent alors que le bébé n'a pas été vu par le pédiatre, c'est pas normal. Et donc je pense que vous devriez remontrer vos cas aux obstétriciens, et il faut absolument, ça fait 30 ans qu'on le dit, ça s'est un peu amélioré les 10 premières années, mais là c'est une catastrophe, il faut que ces nouveau-nés soient vus par un pédiatre et soient suivis par un pédiatre, que la maman ait le conseil d'un pédiatre. Professeur Bouharou. Très bien, moi je vais revenir à l'organisation qu'on a établie. L'organisation qu'on a établie quand on a réalisé d'abord les premières admissions au niveau du CHU,
Hassan II, qu'il soit au niveau de l'hôpital Ghessani, qu'il soit au niveau du CHU récent. Très bien. L'examen du nouveau-né, soit qu'il est vu en salle de naissance, dans l'accueil du nouveau-né par le résident ou l'interne de garde, soit qu'il est examiné dans la salle de naissance, soit que quand il consulte aux urgences, il n'est pas vu aux urgences, il monte directement au niveau du service de néonatologie. Le nouveau-né, il est particulier. Il doit être examiné par quelqu'un qui a l'habitude, d'abord, le contact du nouveau-né, l'examen du nouveau-né, comment évaluer sa gravité, et soit qu'il est, bien sûr, admis aux urgences en hospitalier, soit qu'il est vu par un ancien pour encadrer la cause de la consultation. Donc, parfois, les parents, ils sont affolés par des petites choses. Si on ne leur explique pas, ils sortent de chez nous, ils vont consulter ailleurs. Et donc, quand ils sont vus par quelqu'un qui ne fait que le nouveau-né, d'ailleurs, l'accueil, il est mieux, et l'explication, il est mieux. Et quand ça pose des problèmes, c'est là où on demande le bilan. Le bilan n'est pas systématique. On ne doit pas agresser les nouveau-nés devant des doutes, parfois qui sont inexpliqués. Il faut qu'ils soient vus par l'ancien. Chaque fois, comme il a été dit par un expert, le plus prématuré, il est vu par le plus ancien. Et chaque fois que le malade est plus grave, il doit être vu par le plus ancien. Et ne pas laisser le travail que pour les internes et résidents qui sont débutants ou les résidents qui sont aux urgences. Parfois, ils ne sont pas passés dans le service de néonatologie ou de réanimation natale. Donc, il faut accepter une organisation de telle sorte que le nouveau-né soit prioritaire dans les admissions et dans l'examen par les anciens. Merci, professeur Bouherro. Alors, juste une petite réflexion par rapport à ce qui a été dit. On a mis spécialement un médecin au niveau des suites de couches, et je pense que ça nous a sauvé quand même la vie. Depuis, il y a des cas qui nous échappent plus, parce qu'avant, c'était des malades qui partaient directement, on n'arrivait même plus à étiqueter les ictères, des fois même des problèmes de cordon. Donc depuis qu'on a un médecin au niveau des suites de couches, je pense qu'on arrive quand même à avoir des diagnostics tant qu'on peut. Mais non, pour les 20 heures, c'est le ministère de la Santé, donc c'est pas nous. Donc on aimerait bien quand même qu'ils séjournent plus ces mamans-là. Donc c'est le ministère de la Santé qui a écourté la durée de séjour, et donc on se retrouve face à des situations difficiles. Donc je donne la parole à professeur Ahmed. Alors, juste donc pour répondre à Mme Bensouda, je ne sais pas, est-ce que vous savez comment ça se passe les choses chez nous? Donc, on a systématiquement un examen qui est fait systématiquement à la salle de naissance. C'est un médecin qui est affecté à la salle d'accueil. Il fait l'examen systématique avant de confier, tout l'examen avant de confier le nouveau-né à la mère. D'accord? Et puis, par la suite, le lendemain, avant la sortie, on fait un examen clinique avant que la maman sorte. Et puis par la suite, parce que c'est une population de nouveau-nés qui sont à grand risque, parce que qu'est-ce qu'on admet au CHU? C'est des femmes qui sont sélectionnées, c'est des prééclampsies, c'est des femmes diabétiques, c'est des prématurés, c'est des mamans c'est des risques infectieux. Donc finalement, tous les nouveau-nés, on les revoit. D'ailleurs, j'ai présenté donc les consultations programmées. Qu'est-ce que c'est que les consultations programmées? C'est toutes les sorties de la maternité, on les revoit. Donc oui, tout dépend donc de leur situation. Soit c'est un seul examen et ils vont partir, donc ils sont bien. Sinon, c'est des malades qu'on va les revoir et les revoir pour pallier mon petit précoce. D'accord? Mais on ne peut pas donc tout régler avec ça, bien que c'est une grande charge de travail au service, mais les bébés à risque, les mamans à risque, doivent rester à la maternité. Le temps, donc plusieurs soucis peuvent nous échapper. Maintenant, il faut aller voir donc dans les autres maternités ce qui se passe. Il faut aller voir donc, donc parce qu'on reçoit de toute la région. D'accord? Donc voilà, entre parenthèses, au moins 3 examens qui sont systématiques pour le nouveau-né avant leur sortie. Donc 2 fois avant la sortie de la maman, et puis par la suite, systématiquement, ils seront convoqués au service pour une consultation programmée. Oui, professeur Haj Khalifa. Oui. Merci, madame. Moi, je voulais remercier les urgentistes, mais je voulais qu'elles nous passent un examen. Je sais ce qu'elles ont présenté comme cas clinique. Il fallait juste qu'ils précisent dans quel cadre elles travaillent. Je dis à Madame Gdari, la prochaine fois, Ouidet, qu'elle va présenter, elle va dire voilà, dans quel cadre je travaille, voilà comment j'organise mes urgences, voilà, باش نتبعوا معها. ومن بعد الامتحان حنا ندوزوا الامتحان. Et on va voir à quel point, quelle est l'erreur, les erreurs que nous allons faire. Si je peux me permettre, vérité chauffée d'un air très circonspect, oui, je vais dire quand même, oui. Respecter les règles. Respecter les règles.
c'est examiner un malade nu. هذا ما فيها شيء. الوغ مدام قداري انا خدمت في مدام قداري حيت دازت عندي في السيرفيس مدام ما نقدرش عليها هذيك مجهده عليا وما تنعرفهاش بزاف فهمتي. اسبيتا تقول لي مي لي ريزيدون اي نو ريسبكت با. واش هذايا الريسبكت؟ هذا ما فيهش ريسبكت. انا جاي عندي باش تقرا وباش تعلم، ماشي انا اللي غنقري. سو سون لي مالاد كي فيو ابروندر دي شوز، ماشي انا اللي غنقري. لي مالاد كي فيو ابروندر دي شوز بغاو لك راه فهمتي avec les erreurs, avec la joie, l'émotion, l'autosatisfaction qu'on a. Mais il n'a pas respecté ou n'a pas respecté. قالت لي ديري لهم لي فيديو من حنا هاد المشاكل كلها. Donc respecter nous-mêmes les médecins, on doit respecter هذا. Bien écouter ce que les parents disent. ما حد كنتي حتيتو وهذا كما تنقولوا حنا تتقلبي l'abdomen en douceur, les mains réchauffées لا 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 لا. Et ça ne m'empêche pas de regarder l'ictère, de ton hémolyse aiguë. كاع ما قلت لهمش عنده l'ictère ولا ما عندوش يقولوا لنا. Un signe négatif important. C'était la difficulté du diagnostic, un truc. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de choses. Et moi j'aimerais qu'on revoie les règles, le respect, les règles et les attitudes diagnostiques au vu de toutes les maladies maintenant que nous voyons. La panoplie des pathologies pédiatriques comme ailleurs, c'est beaucoup allongé. Il faut que nous revoyions, nous, les conduites à tenir devant tel truc نزيدوا فيها ماشي على حقاش هما زادوا شي حنا ما نزيدوش مرات يزيدوا حنا خصنا نعملوا ان truc où on doit appliquer en fonction de la pédiatrie actuelle. Voilà وراه بزاف ما يتعاود بزاف une grande différence entre celui qui voit un enfant au CHU et celui qui voit dans son cabinet. Celui qui voit dans son cabinet بوحدو la difficulté كاينه. L'autre اللي معك في les urgences تقول لك non moi je pense que كل واحد تيجي comme a dit Sibolo tu as pu. Voilà ça c'est très important. واحد النهار غادي نجي عندكم هنا حيت الوقت ديالي محسوبه غنجيو نعاود لكم une observation vous allez rester bouche bée. راه كلنا nous sommes incompétents. علاش انا بغيت ندوز امتحان قبيله معكم. Nous sommes tous plus ou moins incompétents devant une urgence. Voilà. Merci Madame Haj Khalifa. Une dernière intervention de professeur Mdghari avant de passer à la pause. Alors, je remercie tous les intervenants. Alors, ce que je veux préciser, c'est par rapport à cet examen à cet enfant, un nouveau-né qui est examiné. C'est vrai, on l'examine à la naissance, on l'examine avant la sortie. Ce nouveau-né va être hospitalisé peut-être parce qu'il est aux urgences ou l'a vu au service de néonatologie, mais malheureusement, on n'a pas de documentation. Moi, je ne sais pas votre pratique, mais tout le nouveau-né que je reçois en hospitalier dans un service de pédiatrie générale, on ne sait pas ce qu'on lui a fait à la naissance. On n'a pas d'écrit sur tous les soins qu'il a bénéficiés. Alors je pense, si on a une recommandation à retenir, que tous les nouveau-nés sortent avec leur carnet de santé de la maternité. Et au moins qu'on fait beaucoup de choses, mais malheureusement, il n'y a pas d'écrit. Et seuls les écrits restent. Voilà, c'est ma réflexion. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Donc j'appelle les conférencières pour leur remettre les trophées. De redonner le trophée, non? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Après la pause. Non, rapidement. Juste partager avec mes pédiatres ici que le ministère de la Santé, depuis maintenant plusieurs années, depuis le lancement de l'amour, donc dans le bulletin officiel, on a institutionnalisé ce qu'on appelle les examens systématiques de la naissance à 5 ans. Et donc, ça existe dans le bulletin officiel. C'est-à-dire le médecin, il a l'obligation d'examiner en salle de naissance les suites de couches, à la sortie, et puis à J8, à 2 mois, et puis à chaque contact. Malheureusement, comme l'a dit Madame notre professeur Haj Khalifa, et mes collègues aussi, il n'y a pas le respect des recommandations. Donc tous, on est responsables de ça, malheureusement. Merci Aziza pour ces précisions importantes. Professeur Gdari, professeur Hmami, professeur Kerboubi l'a déjà reçu. Professeur, un autre. Dans les Jeux Olympiques, on peut avoir une médaille, 2 médailles. On est. Merci beaucoup. Donc la pause café.